Les Moulins, c'est ce quartier que vous connaissez pour ses trafics de drogue et ses règlements de compte qui défraient la chronique. Au Moulin, un véhicule léger et plusieurs poubelles ont été brûlées. 2 hommes armés au pied des tours des Moulins. C'est au cœur du quartier que l'échange de coups de feu a eu lieu. Nouveaux incidents au Moulin. Mais les Moulins, c'est aussi 16 hectares à l'ouest de Nice. Un autre monde, cerné par une barrière invisible et régi par ses propres règles. Non, t'inquiète pas, ne te filme pas, t'inquiète pas, tes chefs ils sont avertis. Mais comment vit-on dans ce quartier? Si beaucoup ont accepté de nous ouvrir leurs portes, ils sont rares à briser l'anonymat par peur des représailles. Noureddine Debari est président d'une association de locataires depuis plusieurs années. Et on fait un reportage sur les Moulins, ils vont voir un peu tout le monde, ils iront C'est lui qui nous amène à la rencontre des habitants. Il passe d'appartement en appartement pour résoudre tous les problèmes. Ici, ce n'est pas les trafics qui arrivent en premier dans les discussions, ce sont les problématiques de logement. Les rideaux ne fonctionnent pas, ça fait depuis le mois de mars que je suis dans le noir. J'ai une infiltration qui commence à se faire au niveau du WC, plein de choses qui ne vont pas. Franchement, on est délaissé. Quand on a des problèmes, personne ne vient, on n'a pas l'impression d'être écouté non plus. Dès qu'on a des soucis, il nous faut attendre des mois, des mois. Les Moulins, ce sont plus de 95% de logements sociaux. Nous nous rendons chez ce père de famille, dépité. Il habite ici depuis 2013 avec sa femme et ses 5 enfants. Quand on a pris cet appartement, il y avait tout à refaire. Ils avaient mis un crépi assez épais pour cacher la misère. Et quand j'ai commencé à enlever tout ce crépi, c'est là que j'ai découvert le poteau rose. Champignons, moisissures, 75% de son appartement est touché par l'humidité. Alors il multiplie les requêtes auprès de Côte d'Azur Habitat, son bailleur social. J'ai eu un dégât des eaux dû à une invasion de rats. J'ai essayé de les contacter tous les jours. Le samedi qui a suivi, on a eu la rupture de la canalisation d'eau chaude. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans eau. Il n'envisage plus qu'une solution, partir le plus vite possible. Comme lui, certains attendent des mois, voire des années avant les travaux. Punaises de lit, invasion de rats, infiltration, ici, les cas s'accumulent. Donc là on va couper, là on va aller au 21. Ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient pas d'eau chaude. On a réussi à faire 100 000 € de travaux, à débloquer. Ils ont refait toute la tuyauterie. Mais il a fallu attendre 2 ans. Alors, cette inaction des bailleurs pourrait-elle s'expliquer par le trop grand nombre de ces logements à gérer? Par exemple, ici, un chef de secteur s'occupe de 750 logements, alors qu'un bailleur normal, c'est 200 logements. À quelques bâtiments de là, nous retrouvons Laurence Geoffrey. Elle est chef de secteur à Côte d'Azur Habitat. Il est 14h30, elle fait le point avec ses agents d'entretien de voirie. Nous, environ, pour rattraper un peu, c'est 3 jours. Oui, à partir du mercredi, on commence à y voir plus clair. Ça va, ouais. Pour elle, difficile d'agir sur tous les fronts. Alors aujourd'hui, elle s'occupe des extérieurs. En un an, il y a eu 8000 demandes d'intervention des locataires, sur tout le secteur de Saint-Augustin. Mais outre l'usure des bâtiments, ce sont les actes d'incivilité de certains qui monopolisent le temps de travail de ces équipes. C'est aussi la réalité de Côte d'Azur Habitat de se dire il n'y a pas un défaut d'entretien, il y a simplement parfois aussi des locataires qui ne jouent pas le jeu et qui c'est quand même leur lieu de vie. Ce n'est pas normal de ramasser ce qu'on ramasse, que ce soit des seringues, que ce soit du vomi dans les cages d'ascenseur, que ce soit des déchets au niveau des jardins ou quoi que ce soit. Voilà, et puis il y a tout ça, toutes ces difficultés quotidiennes qui fait qu'on ne travaille pas dans des circonstances normales. Un serpent qui se mord la queue. Entre bailleurs et locataires, difficile de trancher sur la responsabilité des uns et des autres. Pourtant, avant d'être une cité où chacun se renvoie la balle, le quartier des Moulins était une belle promesse d'avenir. Il prenait la place d'un bidonville, la digue des Français. Il accueille dans les années 1960 des travailleurs immigrés africains, italiens et des rapatriés d'Indochine et d'Algérie. Sur le plan social d'abord, il faut tenir compte d'un facteur qui est extrêmement important. La manière dont les Tunisiens et Algériens qui sont installés ici sur le bidonville
ont architecturé leur vie sociale correspond à un besoin de transférer une partie, disons, de leur structure d'origine en France. Il faudra attendre 1976 pour que 3000 logements soient livrés, des habitations pour les personnes en situation précaire. Le quartier des Moulins est né. Nous sommes au début des années 2000. Le quartier a bien évolué. Il abrite déjà 12 000 habitants. Le taux de chômage y est le plus élevé de la commune pour les moins de 26 ans. Les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Les gens, ils s'en sortent plus ou moins. Ils arrivent à se démerder, mais connaître un peu la galère, faire un peu n'importe quoi pour avoir de la thune. Voilà, c'est ça que le quartier renferme. Et seulement 25 ans après sa création, les logements sont déjà dégradés. On se trouve avec des poubelles, je suis à mon niveau, on s'étonne après qu'on ait des cafards dans les maisons, ça pue. Non, il faut qu'on fasse quelque chose parce que c'est pas logique, c'est pas logique. Alors un premier programme est lancé pour réhabiliter les bâtiments. Prix du chantier, 1 milliard de francs, soit à peu près 150 millions d'euros. Nous allons nous faire un effort important de remise à niveau des bâtiments, dire que les gens paient un loyer, ils n'ont pas toujours la qualité de logement qu'ils méritent par rapport au loyer qu'ils payent. Et ça, c'est un effort qui va être programmé sur les 5 ans. Autre problème, la délinquance sévit dans le quartier. Les forces de police sont submergées. Cette belle promesse d'avenir qu'étaient les Moulins à l'origine semble virer au cauchemar. On a énormément de problèmes de dégradation. Mais c'est dû aussi au fait qu'un certain nombre de jeunes restent dehors, en dehors de certaines heures, qui sont livrés eux-mêmes, qui sont livrés parfois à la boisson, parfois quelques produits stupéfiants. Et ça génère effectivement des gros problèmes. Mais très vite, la délinquance vire au banditisme. Armes, trafic, menaces. Alors que le quartier s'embourbe dans la violence, les commerces sont les premières victimes. Furieux, il revient vers la pharmacienne et la pousse violemment sous le regard médusé des clients avant de quitter les lieux, tout ça pour quelques centaines d'euros. Dans cette pharmacie, malgré toute la bonne volonté des employés, la peur s'est installée. Je dors pas bien, je suis angoissée. Voilà quoi, quand je viens, je me demande qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Et on se demande si ce qui est à l'intérieur de la caisse ne lui convient pas, qu'est-ce qu'il va vouloir encore. Ce 4e braquage sera celui de trop. Ce commerce fera comme les autres un adieu au moulin. Il ne reviendra jamais. Pendant ce temps, les commerces illégaux s'intensifient. Le trafic de drogue se concentre dans la barre d'immeuble 30. Les politiques décident de détruire ce symbole des Moulins dans l'espoir d'endiguer la vente de stupéfiants. Franchement, ça fait de la peine de le détruire. C'est de la peine. Est-ce que vous croyez vraiment que de démonter le bâtiment, ça va faire arrêter le réseau? Je dis le réseau, il va juste changer de place et ça va reprendre exactement comme avant. À la rigueur, s'il n'y avait plus de demande, il serait obligé de s'arrêter. Mais comme ça vient des 4 coins de Nice, il y a de la demande, il y a des vendeurs. Et il faut dire que les Moulins sont placés dans une zone stratégique pour le trafic de drogue. À proximité de l'aéroport, du port et des lignes d'autoroute, le quartier offre bien des avantages. Depuis la fin de la barre 30, les différents points de deal se sont répartis sur les 2 grands axes et diverses voies. Le trafic se diffuse, s'organise et se déplace continuellement, obligeant la police à jouer au chat et à la souris avec les dealers. Ces cris, ce sont justement les guetteurs qui préviennent les dealers de la présence des forces de police. On regarde les recoins parce qu'il y a plein d'endroits qui sont susceptibles de cacher des stupéfiants ici. Donc, résine, cocaïne, herbe. C'est les trois produits qu'on trouve en majorité ici. Ils fouillent et démontent toutes les cachettes possibles.
Entre trafic de drogue, d'armes ou encore de cigarettes, chaque recoin peut cacher un butin différent. Par-ci par-là, en cherchant, des fois on tombe sur de la marchandise qui a été cachée à un endroit ou qui a été abandonnée. Ou parce que quand il faut partir vite, des fois il y a des gens qui abandonnent sur place la marchandise qu'ils avaient dans les poches. Ça peut être quelques capsules de cocaïne ou quelques barrettes de résine. L'an passé, en plus de la drogue confisquée, ils ont saisi 55 000 €. Un chiffre qui peut paraître dérisoire quand on sait que chaque point de deal peut rapporter plus de 10 000 € chaque jour. Et ici, ils sont nombreux. Et évidemment, oui, il y a effectivement des points de deal qui sont un peu à gauche et un peu à droite. Ouais. Voilà, nous on sait lesquels c'est, les têtes elles sont connues. Des têtes connues dans un système bien rodé. C'est derrière ? Ce jour, ils sont à la recherche d'un individu. Suspecté d'être un guetteur, il est interpellé quelques mètres plus loin. C'est un mineur, comme dans 3/4 des cas. Qu'est-ce qu'il y a Mais j'ai fait quoi J'ai fait quoi Mais j'ai fait quoi Mais pourquoi on met les menottes J'ai fait quoi J'ai fait quoi Les plus jeunes commenceraient selon la police des 8 ans. Guetteurs, surveillants, puis dealers. Coincés dans un système qu'il serait dur de quitter. Nous sommes allés à la rencontre de Paul. Il est né au Moulin. Ancien dealer, il connaît bien le fonctionnement des réseaux et les jeunes qui y travaillent. Je lui ai demandé à un des petits s'il en avait pas marre de faire venir la police chez ses parents, qu'il arrête et qu'il aille travailler. Il m'a dit, tonton, tu rigoles? Il m'a dit, je touche 100 € par jour pour rester assis sur une chaise à crier « aha ». Je ne vais pas me lever à 8 h du matin pour gagner 1 200 € par mois. C'est tous des mineurs. Ils ont bien compris le système. Comme les mineurs ne risquent rien judiciairement parlant, ils les prennent, ils les attrapent, ils les gardent 2 heures, ils leur font une petite remise à niveau, une petite remontrance et ils sont relâchés directement. Des jeunes plongés dans un système d'une extrême violence. En mars, la tension monte d'un cran. Une vidéo est publiée montrant des individus armés dans les rues des Moulins. Ici, l'insécurité est omniprésente. Les tirs coutumiers. Tous les habitants vivent dans une crainte permanente. Ça me fait peur pour les mamans, pour les familles, pour les enfants, voilà. C'est juste qu'on aimerait vivre en paix, c'est tout. Moi, regardez, avec ma soeur qui est handicapée et tout ça, je suis obligé de l'accompagner du matin au soir. Vous imaginez que ça prend une balle perdue, là? C'est affreux. Et que dire pour ceux qui grandissent ici? Une jeunesse ponctuée de coups de feu et de courses-poursuites. J'ai vu des gens se faire frapper jusqu'au sang, se faire frapper sur les voitures, la police qui leur court derrière. On a déjà vu la BAC frapper des gens, oui c'est traumatisant. On n'a pas de jeunesse, on ne sort pas ici. Je n'ai jamais connu le fait de sortir dans le quartier. En septembre, un énième règlement de compte entre trafiquants fait trembler Nice. En plein jour et à proximité d'une école, la fusillade fait 2 blessés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, déclenche l'arrivée immédiate de l'unité spécialisée dans les violences urbaines, la CRS 8. Elle était venue à Marseille l'an passé pour des faits similaires. En tout cas, c'est une solution. On ne peut pas laisser faire, on ne peut pas laisser tirer, on ne peut pas laisser des populations vivre dans l'angoisse des mères, de familles qui vont chercher leurs enfants. Nous, on a bien vu, nous, ça n'a pas tiré au au front de la nuit dans le cadre d'un règlement. On a eu des tirs de jour à des moments où il peut y avoir des enfants scolarisés, des personnes qui circulent, donc on ne peut pas laisser faire. Donc la première lame, c'est quand même bien cette action policière, cette action de vive force que l'on doit mener pour neutraliser. Le ministre arrive à Nice quelques jours plus tard. Une visite programmée de longue date pour s'attaquer à bien des chantiers, mais l'actualité récente au Moulin change la donne.
Entre deux remises de médailles, Gérald Darmanin donne un nouveau coup de massue pour lutter contre les trafics dans le quartier. Mais le rôle des policiers et des gendarmes, c'est de nettoyer la rue des délinquants. Et il faut sans cesse recommencer ce travail. Parce que pendant Nous avons créé à Paris, à partir du mois de novembre, une forme de CRS 8 de l'investigation, c'est-à-dire des officiers de police judiciaire spécialisés à compétence nationale qui pourront être envoyés pendant plusieurs semaines sur un territoire pour aider des territoires locaux, pour lutter profondément contre la drogue, pas simplement sur la voie publique mais en réseau. Et j'ai décidé que ce soit la ville de Nice qui, les premières, va bénéficier de cette expérimentation pour lutter profondément contre les réseaux, les interpeller. Il y a à Nice une douceur de vivre qui est menacée par des trafiquants, notamment venus de Marseille. Il faut évidemment mettre fin à ça et c'est ce que je vais faire à la demande de monsieur le maire dans les prochains jours. Et les coups de communication des élus ne s'arrêtent pas depuis la fusillade. Le maire de Nice arrive en grande pompe au moulin sous les yeux des habitants désabusés. Dans la cour, mes enfants, je ne peux pas les faire sortir en fait ici, parce que toujours il y a un regroupement, il y a, vous voyez, le temps est passé. Des fois, je les fais sortir d'ici, quand je les vois fumer, je les fais sortir d'ici parce que je fais indécent avec les gens qui passent et tout. Donc, Et dans les rues, Christian Estrosi fait le point sur une énième réhabilitation du quartier. Faire une pénétrante. Ici. Parce qu'une fois qu'on a ouvert cet axe, c'est plus la même. Ah non, c'est sûr. Ici, c'est un des points noirs. Au Moulin, on a fini les 3/4 de ce que nous devions faire dans le programme. Il n'y a plus qu'un quart à terminer. On va le terminer. Nous aurons créé une situation où, naturellement, ça ne sera beaucoup moins favorable pour l'ensemble des dealers. Cette fois, c'est 92 millions d'euros qui sont mis sur la table après les millions déjà investis depuis des décennies. La boucle semble sans fin. Et si les choses pouvaient s'améliorer de l'intérieur par les habitants eux-mêmes et grâce aux associations? C'est justement ce qu'on essaye de faire derrière ces murs. À la recyclerie, on met l'accent sur l'insertion professionnelle, et ce, qu'importe le profil des demandeurs d'emploi. Des fois, il y a des personnes que ça fait longtemps qu'ils ne travaillent pas. Donc là, il faut tout réapprendre, le vivre en société, en équipe. Et des personnes qui n'ont jamais travaillé parce qu'ils sont trop jeunes, des personnes qui sont presque à la retraite, donc ils ont des difficultés à trouver du travail. Ici, les personnes sont employées 30 heures par semaine avec un contrat bien particulier. Il leur permet de continuer à chercher du travail à l'extérieur tout en restant actifs. Ça remet de la vie dans le quartier aussi et je pense que dans un quartier prioritaire de la ville aussi, la population voit que d'autres personnes peut-être qui sont des histoires similaires, des parcours peut-être dans lesquels on peut se retrouver, ils voient que c'est possible. Ça donne aussi de l'espoir, je pense. Il reste 10 secondes, les gars. Et des initiatives, ici, il y en a beaucoup. Et but de vainqueur pour les jeunes. À quelques mètres de là, les jeunes des Moulins disputent un match de foot organisé par l'association Adam. Et ce n'est pas sans arrière-pensée. Le but est simple, les occuper pour éviter qu'ils ne traînent dans les rues et se fassent récupérer par les trafics. Le quartier n'a pas une bonne réputation, déjà pour commencer. Et je pense qu'en faisant des animations comme ça, peut-être même régulièrement, s'ils arrivent à le faire régulièrement, ça pourrait un petit peu changer du quotidien du quartier. Malheureusement, les associations non plus n'arrivent pas réellement à changer le quartier. Certaines sont là depuis plus de 20 ans et servent davantage de pansement que de solutions durables. Ici, près de 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. En bas de ce qui est appelé les 3T, un endroit stratégique du trafic, un commerce détonne. L'épicerie solidaire
fournit des denrées alimentaires et des vêtements à des prix pouvant aller jusqu'à 10% du prix en magasin. Cette épicerie sociale a été prévue pour 70 familles à l'origine. Mais la crise sanitaire et l'inflation ont fait que nous sommes passés de 70 à 187 familles, ce qui représente à peu près un peu moins de 600 personnes. Et certains sont toujours sur liste d'attente. Vous en avez, vous, du petit salé? Parce qu'il y a du cassoulet, mais... Pour être adhérent, il faut avoir un reste à vivre de moins de 7 € par jour. J'en ai tellement mangé du cassoulet que... Michel Johan a patienté 5 mois pour obtenir sa place. Et enfin, elle peut faire ses premières courses ici. Bon, pas de saucisses, pas de cassoulet. La vie, elle est un petit peu dure. Je suis toute seule pour tout assumer. Je paye le loyer plein pot, comme on dit. Je paye tout, voilà, au prix fort. Donc, ça devient un peu juste. Hein. Ça peut m'aider un petit peu. Moi, je fais bouillir des pommes de terre pour faire le gratin. Dans la pièce d'à côté, des bénéficiaires et d'autres habitants du quartier partagent un moment ensemble en cuisinant. Pour tout le monde, même les invités, comme toi, comme les... Au menu, poulet aux oignons et gratin dauphinois. Elles n'ont pas hésité à répondre présentes pour venir donner un petit coup de main bénévolement. Dans le quartier, on ne se connaît pas. Donc quand on vient là, au moins, on rencontre des personnes qu'on ne voit pas tous les jours. Je trouve que c'est bien, c'est agréable, ouais. Puis j'adore ça. 3 mois après notre première rencontre, nous retrouvons Noureddine Debari. Elle a un 3 pièces et ils ne veulent pas lui changer l'appart. Elle a un trop petit appart, quoi. Donc c'est assez. Et les punaises, en plus, chez elle, ils sont carrément dans les murs. Et il est toujours sur le front. Il faut dire qu'ici, un problème en cache un autre, et cela semble sans fin. Aujourd'hui, il s'attaque aux punaises de lit. Avec peu de budget, beaucoup utilisent la débrouille pour se meubler ou s'habiller, et il n'y a qu'à tourner la tête pour trouver du mobilier laissé à l'abandon, non sans raison. Vous voyez là le matelas qui est là? C'est parce que c'est infecté de punaises. Les punaises de lit et autres parasites ont envahi bien des logements. Là, on est encore dans des entrées où ça reste à peu près potable. On va dire ça. Et bien sûr, il ne s'arrête pas aux parties communes. Ici, une mère et 7 enfants vivent parmi ces parasites, difficiles à déloger. Regardez les scotch, ça marche pas. Tout ce qui est tache là, tu vois, c'est taches de sang. Ouais, le salé. Ça, c'est les punaises écrasées. Regarde. Tu vois? Ça, c'est quand on écrase les punaises. Tu vois? Regarde. Tous les meubles ont dû être jetés. Ils en étaient infestés. Cette trace-là, donc ça a été nettoyé. Ça, c'est des excréments de punaises. C'est beaucoup les bénisses, beaucoup les cafards. Les enfants ils dorment pas la nuit. Tout la nuit, retard pour l'école. Ma fille, il joue tous les affaires. Après, c'est les bébés. Les vieux, ils dorment haut. On n'a pas la place. Et pour traiter le problème, il faut débourser beaucoup d'argent. Entre 400 et 1000 € pour une intervention professionnelle. Un prix trop élevé pour bien des locataires. Alors ici, on s'organise. Certains font appel à Noureddine pour s'en débarrasser, comme dans cet appartement envahi depuis plus d'1 an et demi. Donc il faut savoir que les punaises elles sont tuées à 60 degrés, même moins. Ben, on va dire à 60 degrés. Donc là, elles sont tuées. S'il y en a, elles sont tuées radicalement. Aussi bien les larves, les œufs, tout. Là, par exemple, ici, je vais faire là. Donc là, je vais faire un passage, mais je vais en faire un 3e, peut-être un 4e, parce qu'il y a des appartements où c'est très infecté, donc on n'a pas le choix. Et de toute façon, comme l'immeuble est infecté, donc quoi qu'il arrive, même si je désinfecte, que j'en tue, on va dire 90%, même 100%, quoi qu'il arrive, ça reviendra. Traitement après traitement, les punaises sont de moins en moins nombreuses, mais n'ont pas totalement disparu. Même pas si je l'ai tué là. J'ai jeté le lit, j'ai jeté le matelas, j'ai tout jeté presque. Et je ne suis pas bien, on ne dort plus, mon fils se fait piquer, le petit pareil. On ne dort plus, c'est sale en fait, c'est sale, et les cafards aussi. Il y en a partout, les punaises, il y en a partout. C'est dur à vivre, c'est dur. Les habitants sont usés. D'année en année, toujours les mêmes problèmes.
toujours les mêmes projets qui n'arrivent plus à convaincre. Les millions qui sont investis, il faut d'abord peut-être rénover les appartements qui sont un peu délabrés avant de vouloir en construire d'autres. En plus, ça la va vite, comme on dit, comme ils disent, et qui du coup qui ne sont pas, qui sont pas top, quoi, avec des pannes, avec voilà, c'est ce qui est dommage, quoi. C'est le suivi qui manque, quoi. C'est vraiment ça qui manque. Toujours les mêmes conflits, toujours les mêmes débats. Au Moulin, tout le monde se renvoie la balle. Le quartier semble comme enfermé dans une boucle sans fin. Entre précarité, délinquance, insalubrité et logements dégradés, les problèmes s'amoncellent et les solutions semblent vaines. La prochaine réhabilitation prendra fin en 2030.